Pourquoi? Parce que il va vivre 100% avec le patient et ça va être, j'allais dire, son ange gardien. Donc, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir la cicatrisation des points, de la ponction. Il y a aussi ce saignement, si ça dure, aussi par rapport à cette machine, ou que ça commence à sonner, donc c'est la pression veineuse qui va augmenter. Donc, tout ça, c'est des petits signes, des petits prémices. Et donc, là, il faut revoir la chose, revoir cette fistule. Et on a heureusement des moyens pour dépister. Et donc aussi la présence d'œdème, présence d'hématome, présence de rougeur, de chaleur, de douleur. Donc l'examen clinique, c'est clair, est la clé de tout diagnostic et de toute complication. Donc la précocité de l'examen est très très importante. Alors, quoi explorer? Ben, il y a des choses indéniables. Alors, premièrement, c'est que est-ce que c'est une bonne fistule? Et clairement, des fois, on a des fistules immatures et des fistules qui sont très mal développées. Donc, on verra quels sont les critères d'une fistule qui n'est pas très mature. Aussi, il y a une baisse du débit, l'hyperpression. Donc, un temps de saignement qui est élevé, c'est un patient où un saignement va persister 5 minutes, 10 minutes, on a vu même 30 minutes, voire plus, et on va voir comment gérer ce souci. L'œdème du membre, signe d'insuffisance cardiaque droite, là on parlera d'hyperdébit, à quel moment on parlera d'hyperdébit. Toute modification lors de la dialyse, tout ce qui n'est pas logique ou n'est pas clair par rapport à une séance de dialyse. Et aussi, on verra quels sont les contrôles systématiques. Est-ce qu'on doit faire un Doppler chaque mois, chaque 6 mois, chaque 2 ans? On verra. Alors, vous allez voir les recommandations qui ont été faites ici et ailleurs. Maintenant, si on parle d'exploration, c'est clair qu'on aura besoin de nos amis radiologues et je donne la main au professeur Habouchi pour nous étayer ce souci. Merci beaucoup, professeur Priya. En fait, effectivement, ça a été dit sur les premières slides, la fistule pour les patients dialysés, c'est la vie. La dialyse, c'est la vie. Comme pour paraphraser un de mes enseignants qui disait que un patient dialysé, c'est un patient qui a un deuxième job à mi-temps. C'est des patients qui, vous savez mieux que moi, qui passent 3-4 heures, 3 fois par semaine dans un centre de dialyse, et c'est des gens qui, en général, connaissent très très bien leur fistule de dialyse. Et donc, eux, ce sont les premiers qui vont vous dire que ma fistule ne fonctionne pas très bien. Et il faut, si je dois insister sur un fait pour cette présentation, c'est qu'il faudrait réviser cette fistule avant d'arriver au stade de thrombose, qui est beaucoup plus difficile à traiter et avec des résultats plus médiocres que si on les diagnostique plus tôt avec soit une dilatation, soit une reconfection qui se fait de manière précoce. Donc, quand explorer et quand est-ce qu'on doit explorer notre fistule de dialyse? Normalement, avant d'arriver à la fistule immature, il me semble qu'une fistule de dialyse, après la confection, en mon sens, devrait recevoir tous un écho de Doppler afin de vérifier les critères de bon fonctionnement de cette dernière. Donc, parfois, il est difficile d'avoir accès à ce fait-là. Donc, on gardera comme premier critère une fistule qui est immature, une fistule qui ne trille pas bien, qui est difficile à ponctionner, dont le diamètre n'est pas bien développé. Si on fait un Doppler, au moment des dialyses, une baisse des débits doit aussi alerter sur le dysfonctionnement de cette fistule. On doit se poser la question et rapidement aller explorer celle-là. Des signes d'hyperpression, on va en parler tout à l'heure avec le professeur Mouskouri, des œdèmes, un temps de saignement en post-dialyse qui est rallongé doit vous faire alerter et faire suspecter des sténoses centrales. Des signes d'insuffisance cardiaque aussi doivent nous alerter sur peut-être l'hyperfonctionnement de cette fistule et peut-être la fermer et reconfectionner une autre pour une meilleure utilisation. En tout cas, toute modification notée par le patient lui-même, encore une fois, ce patient connaît bien sa fistule, connaît bien sa pathologie, c'est des gens qui sont très alertes par rapport à leur maladie ou pendant les dialyses. Moi, je me pose la question d'un contrôle systématique de ces fistules. C'est extrêmement difficile, mais il me semble que peut-être on devrait le faire. Un mot rapidement sur le Doppler. Le Doppler est un outil qui est extraordinairement compétent pour l'exploration des fistules de dialyse. Il permet de mesurer le débit, de voir les diamètres des vaisseaux,
je vous laisse imaginer ici, c'est un tracé spectral d'un Doppler d'une artère humérale chez un patient porteur d'une fistule. Il faut s'imaginer que chaque petit point blanc qu'on voit sur le tracé est la vitesse de circulation d'un élément du sang à un temps donné. Donc à chaque systole, il y a une accélération, donc il va très vite, et puis à chaque diastole, vous voyez, ça décélère, mais on a un flux qui est continu. Donc cela nous permet de calculer un index de résistance, mais aussi de mesurer le débit de cette fistule. Et nos repères, c'est le diamètre de l'artère ou de la veine au niveau des zones de ponction, mesurer le débit, l'index de résistance, et de chercher d'éventuelles lésions vasculaires, des anévrismes, des hématomes ou des collections. Normalement, si on fait un Doppler, le débit, on va garder la règle des 6 pour s'en rappeler. Il n'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas grave. C'est une facilité mémotechnique pour s'en rappeler. Le débit doit être supérieur à 600 ml par minute. Un diamètre de la veine de ponction doit être supérieur à 6 mm, avec une distance à la peau inférieure à 6 mm. Et on va noter un index de résistance calculé au Doppler. Ici, c'est la machine qui nous le donne, qui doit être inférieur à 0,6. Qu'est-ce qui doit nous alerter au Doppler? Et ça, c'est des signes critiques. En fait, ils vont nous dire que la fistule, elle est en préthrombose, c'est un débit inférieur à 300 ou à 150 ml par minute. Un diamètre, bien sûr, qui est inférieur à 6 mm si c'est une veine immature, mais c'est surtout cet index de résistance lorsqu'il est supérieur à 0,6 qui va nous alerter, qui va nous dire que cette fistule, elle risque une thrombose assez rapidement. Merci, merci Amine. Donc, ce qu'on a retenu un peu pour la première étape, c'est de détecter les dysfonctionnements. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est le mot-clé, c'est le confort. C'est d'avoir un confort pour le patient, d'avoir une dialyse sereine et d'avoir un confort pour les soignants aussi, de ne pas arriver à des complications, à dépasser le stade des complications. Donc, M. Habouchi a parlé sur les dysfonctionnements, détecter les dysfonctionnements. Sur le plan clinique, on les a vus par M. Rebhia. Ensuite, c'est des dysfonctionnements radiologiques. Malheureusement, on est des fois, je vais vous raconter une petite expérience. Je suis en train de un peu me déplacer dans le sud pour essayer de confectionner les fistules. Mais de plus en plus, je vois que nos collègues me présentent des malades en stade de vraiment de complications et de complications vraiment avancées. Donc, il est très, très important de revenir un petit peu et d'essayer, bien sûr, d'anticiper avant d'arriver à prendre en charge des complications vraiment où on ne pourra pas vraiment faire beaucoup de choses. C'est-à-dire épuiser encore le capital veineux, reprendre chirurgicalement ou, bien sûr, l'idéal, c'est de les traiter avant, comme il a dit Amine, c'est-à-dire de les préparer et les traiter pour préserver cette fistule. Donc, c'est ça l'objectif. Maintenant, quand on parle de complications, il y a un contexte. C'est clair qu'il y a des patients qui vont faire des complications, il y en a ceux, ils vont faire moins de complications, des petites complications qu'on a l'habitude d'avoir. Alors, faire attention à des patients, quels sont les patients qui peuvent déjà, j'allais dire, les surveiller comme du lait sur du feu? Alors, il y a les diabétiques, c'est clair, avec ce capital vasculaire qui est très, très altéré, de l'artériosclérose, de l'inflammation. Donc, les patients diabétiques sont les patients très difficiles à gérer. Dans le même sens, il y a aussi l'âge avancé, par rapport à ces vaisseaux qui ont pris de l'âge et donc avec cette modification vasculaire qui est assez altérée. Et aussi, il y a l'ancienneté de l'hémodialyse. Malheureusement, avec un manque de donneurs, donc la transplantation rénale, donc on voit de plus en plus de dialysés qui restent dans cette technique et donc l'ancienneté de la dialyse, plus il prend de l'âge, on dialyse, plus aussi il y a des soucis de fistules et d'abord vasculaires. Aussi, un autre point par rapport à ce contexte, il y a aussi les complications qui se voient plus aussi par rapport à des pontages par rapport aux fistules artério-veineuses et donc vous allez voir quels sont les risques et on va essayer de détailler ça avec mes deux confrères. Quelle est la conduite à tenir et quelles sont les choses à faire avec ce genre de patient. Donc, si je dois énumérer les complications, on va subdiviser ça en deux. Donc, on va parler des complications précoces, on a l'habitude de les voir. Il y a de l'hématome, de l'hémorragie, il y a un lâchage. Juste après une confection, il y a de la thrombose qui est fraîche, toute fraîche. Bon, là, on ne va pas en parler, mais c'est surtout ces complications qui viennent juste après. Donc, les complications, on parlera de complications secondaires ou tardives.
Là, c'est vrai qu'il y a du boulot, il faut pas qu'on y arrive, c'est clair. On est plus dans on est plus dans de la prévention que de le traitement. Mais malheureusement, on en voit, et surtout chez les patients où il y a cette difficulté à arriver. Déjà, tout simplement, de faire une radiologie, de faire un Doppler est difficile des fois. Et donc, on arrive un peu en retard par rapport à un diagnostic précis. Donc, si on parle de complications tardives, il y a le développement insuffisant, de la fistule artério-veineuse. On verra dans quel moment on parlera de développement insuffisant, 1 mois et demi, 2 mois. Les infections, on a l'habitude de les avoir, et ça c'est plus clinique, mais ça peut se transformer en truc assez grave. Les anévrismes, vous allez voir la différence entre un anévrisme, un faux anévrisme, les sérums, l'hyperdébit, on parlera quel est, j'allais dire, le chiffre pour parler d'hyperdébit, l'ischémie, les sténoses et aussi les thromboses. On verra ça par des cas cliniques au cours de cette formation. Voilà, je laisse la place à M. Muscori pour parler premièrement du développement insuffisant de cette fistule artério-veineuse. Merci. Donc, vous avez compris, on a les complications précoces et les complications inhérentes à toute chirurgie, pratiquement, en dehors des développements insuffisants de la fistule. Donc, c'est les hématomes, les infections périopératoires. Donc, c'est en rapport avec des petits incidents à la confection même de la fistule. Et on a des complications qui peuvent être anticipées. En réalité, c'est des complications qui ne doivent pas exister. Parce que si on est en une complication, ça veut dire qu'on est déjà à un stade un peu avancé. Donc, la première complication, c'est le développement insuffisant de la fistule artério-veineuse. C'est une complication assez délicate. Pas très grave, mais très délicate. C'est-à-dire délicate, c'est-à-dire que cette fistule ne marche pas très bien. Elle ne fait pas sa fonction. Donc, elle est en général en rapport avec beaucoup d'étiologies, le diabète, une artère qui pousse pas beaucoup, qui est bien sûr trop rigide, qui n'est pas souple, une veine très grêle, ou parfois une malfaçon technique claire, c'est-à-dire que la confection de la fistule n'a pas été, bien sûr, au top. Donc cette insuffisance, développement de la fistule, ça veut dire que la fistule est encore inutilisable après 21 jours, c'est-à-dire on attend toujours, mais la fistule ne se développe pas, et c'est-à-dire on ne pourra pas piquer cette fistule dialysée. Pour ce qui concerne les prothèses, c'est le dernier recours, c'est mettre, comme on l'a vu la dernière fois, un greffon prothétique contre l'artère humaine à la veine axillaire. Donc, ne sont pas concernés. Pourquoi? Parce que c'est en général à haut débit, ça fonctionne très bien, mais c'est très délicat. Donc, il ne faut pas aller faire rapidement la prothèse. Donc, ça fonctionne. Il n'y a pas beaucoup d'insuffisance de développement, mais il y a d'autres complications qu'on va voir. Donc, quelles sont les causes? C'est une malfaçon technique ou une sténose anastomotique et juxta-anastomotique, c'est-à-dire c'est rétréci, ça passe pas très bien, c'est, je vous ai dit, soit une erreur technique, soit un traumatisme d'un vaisseau, c'est-à-dire soit l'orientation de la veine vis-à-vis de l'artère, soit les vaisseaux ont été trop traumatisés, ou une artère carrément de mauvaise qualité, qui n'est pas apte, elle a été piquée plusieurs fois, elle est fibreuse, donc elle est de mauvaise qualité. Là, bien sûr, on sera obligé de confirmer, bien sûr, tout ça, cliniquement par l'insuffisance de développement et radiologiquement par un Doppler artério-veineux, bien sûr, absence qui confirme l'absence de dilatation et en fonction du calcul des débits. Donc, soit on sera obligé d'aller refaire une autre anastomose proximale, et bien sûr, ici, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus bien sûr, d'impact de l'angioplastie. J'espère que mon ami Habouchi ne va pas me contredire pour les fistules précoces avec insuffisance de développement, c'est-à-dire car il y a un risque très important de lésion de ces vaisseaux qui ne sont pas aptes, bien sûr, en réalité, de permettre un débit suffisant. Donc, la sténose artérielle, elle peut être en rapport avec une surcharge calcique chez les sujets très âgés, diabétiques, anciennement dialysés. Pour les fistules distales, il faut faire une réflexion d'une instance proximale, donc, et faire attention parce qu'on a déjà touché une artère en distalité, on va encore aborder un sixième artère, bien sûr, au niveau du coude, donc il y a un risque de vol vasculaire aboutir à une deuxième complication. Mais par contre, pour les fistules proximales, on peut aller traiter, bien sûr, par l'angioplastie, qui est bien sûr une indication de choix pour traiter ce genre de complications. Pour ce qui concerne les sténoses veineuses, confirmées bien sûr par la phlébographie et le Doppler, donc il y a la possibilité d'évolution favorable. On donne encore beaucoup plus de temps après la confection, après 1 mois, 2 mois, pour essayer de permettre à cette veine de se dilater bien sûr et de permettre un débit suffisant. Donc on peut aller à la solution de facilité, réflexion, refaire une autre anastomose, oui c'est possible. Pour les veines profondes, en cas de veine basilique,
une confection de fistule proximale humérobasilique, on est obligé de la superficialiser pour la mettre un peu sous la peau, qu'elle sera accessible et permettre un beau débit après, bien sûr, 3 semaines après la confection de la fistule. Donc, comme deuxième complication qui, à mon avis, elle est très très grave quand on voit qu'il y a une infection sur un montage vasculaire ou sur quelque part, c'est très très grave, surtout en particulier, il s'agit d'un greffon prothétique, c'est-à-dire synthétique. Donc heureusement c'est rare, prévenu bien sûr par un travail très propre au moment de la confection de la fistule, au moment à chaque fois de la dialyse, lorsqu'on pique. Elle risque une hémorragie externe qui peut engager rapidement le pronostic vital, parce que c'est des montages à haut débit, et bien sûr, migration de cette infection, déplacement vers le cœur. Donc, automatiquement, systématiquement, on ne peut pas aller en un traitement médical, mais on sait très bien qu'il faut agir chirurgicalement parce que c'est très grave. Si on a des fois, on reçoit des malades avec la chasse, ça veut dire ils sont en état de choc, ils sont vraiment dans une situation un peu dramatique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On résecte tout la peau qui est malade, qui est infectée, on libère, on met à plat cet abcès, on vérifie bien sûr si c'est loin du montage. On peut tolérer un petit peu de temps et revoir le malade chaque jour, bien sûr. Sinon, c'est exérèse complète, mise à plat de cette situation. Éviter les complications graves, donc réséquer, lier, traiter médicalement et penser à reconfectionner une fistule dans un autre site et mettre le malade, lui mettre un cathéter pour lui permettre encore de faire sa dialyse. Par contre, si c'est moins grave, que les infections au niveau du site d'anastomose, ce qu'on appelle les infections du site de ponction, c'est des infections avec nécrose cutanée sur le site de ponction, en général sur un trajet de la veine artérialisée. Donc, si c'est une fistule artério-veineuse, c'est l'antibiotique et des soins locaux, changements de pansement quotidiennement, pour essayer, bien sûr, en général, ça rentre dans l'ordre. Et si, par contre, si c'est sur une prothèse synthétique, là, c'est un peu très sérieux et très grave. Donc, on doit hospitaliser le malade, le mettre sous traitement médical, mettre à plat, évacuer tout ce qui est le peu, essayer de libérer et donner une petite chance à ce que préserver encore cette prothèse. Mais si on voit, bien sûr, que l'infection gagne un peu plus de terrain vers une zone vers une cellulite prothétique péri-montage, vers les zones d'anastomose, là, il n'y a rien à dire. Il faut essayer d'enlever le matériel synthétique qui est lui-même en train d'entretenir cette infection autour de la prothèse, donc exclusion de la prothèse, et bien sûr, réfectionner les anastomoses et fermer l'anastomose artérielle et veineuse. Donc, troisième complication, plus fréquente, hein, c'est très fréquent de voir, bien sûr, des boules sur dilatation veineuse. Donc, il peut s'agir d'un anévrisme ou d'un fond anévrisme, on va voir la différence. Il peut s'agir aussi d'un anévrisme veineux, d'un anévrisme anastomotique en général et d'un anévrisme, bien sûr, juxta-anastomotique, juste au-delà de l'anastomose. Donc, soit un anévrisme anastomotique, soit un anévrisme veineux. Donc, vrai ou faux, quelle est la différence? C'est un pertuis qui donne une chambre néoformée, ça c'est un faux anévrisme. Par contre, c'est une dilatation elle-même des parois artérielles, c'est perte de parallélisme, donc c'est un anévrisme vrai. Donc, il s'agit d'une dilatation de la zone anastomotique ou de la zone juxta-anastomotique sur les fistules. Donc, en général, on fait rien du tout lorsque il n'y a pas de signe, bien sûr, de pré-rupture, de ponction, d'inflammation. Donc, c'est l'abstention. Et des fois, lorsqu'il y a une autre complication qui vient se greffer, surajouter sur ces anévrismes, ça veut dire le diamètre est très large, donc il y a un retentissement et un vol vasculaire, donc il risque d'avoir une ischémie ou une insuffisance cardiaque. Donc, ou parfois c'est les malades eux-mêmes qui réclament, ils nous disent, bon, je peux plus supporter cette dilatation, cette grosse veine qui se dilate en permanence, donc on est obligé d'aller traiter. Donc, c'est en général dilatation, on va voir les images globales de cette veine. Si c'est une veine distale, donc il faut essayer de penser, c'est pour ça notre but objectif aujourd'hui, notre but c'est d'essayer d'aller à l'avant, c'est-à-dire d'essayer, lorsqu'on voit un dysfonctionnement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cause. Ça veut dire que c'est pas normal qu'une veine se dilate d'elle-même, ça veut dire un obstacle. Donc, on va confirmer la radiologie. Et donc, l'idéal, c'est de voir un dysfonctionnement, de confirmer par une exploration. Ensuite, on va voir ce qu'on peut faire rapidement pour préserver et donner de la longévité à cette fistule et ne pas intervenir chirurgicalement et de faire un autre site. Ça, c'est mauvais. C'est le dernier recours, malheureusement, mais essayer d'anticiper et d'être là et d'augmenter la durée de vie de cette fistule et donc la qualité de vie du malade. Donc, si c'est une fistule par contre proximale, donc par sténose ou compression de la veine, c'est valide au niveau du creux axillaire. Là, on va voir comment on doit faire. Donc là, c'est des images qui peuvent montrer les différentes possibilités
de point de ponction, anévrisme veineux. Là, on a un anévrisme anastomotique qui est un peu s'étend avec des zones de ponction qui se sont dilatées sur le trajet de la veine. Donc, quel est le traitement pour une fistule distale? Donc, résection, on peut faire une résection de l'anévrisme lorsqu'il est un anévrisme simple, plus réflexion d'une autre fistule proximale, ou des fois une résection anastomose de la veine, mais il va falloir attendre, donner du temps de la cicatrisation. Donc, on est obligé de mettre un cathéter pour que le malade attende 15 à 20 jours de la cicatrisation de l'anastomose et de reprendre cette fistule elle-même. Si c'est une fistule proximale, c'est l'angioplastie toujours bien sûr un peu dangereuse, ou une transposition de cette veine sur un autre endroit, bien sûr, si échec et si récidive. Donc là, c'est une complication d'un anévrisme simple, anastomotique, qui est radial, et ici, il est huméral. Donc voilà l'intervention, on a eu à prendre parce qu'il était en pré-rupture, dans ce qu'il risquait de rompre et de donner une hémorragie importante. On voit la peau qui est de mauvaise qualité, donc mise à plat d'anévrisme, et on sera obligé de, bien sûr, de contrôler en amont, en aval de l'artère, pour enlever toute la zone anastomotique et on va avoir une perturbation de l'artère. Donc on sera obligé de mettre un greffon saphène, un greffon prothétique au-delà. Donc les faux anévrismes, par contre, sont un peu plus graves parce que ça y va vers l'infection, donc ils n'ont pas de paroi proche, j'avais dit au départ. Donc c'est un pertuis qui est alimenté par l'artère et par la fistule, donc qui se développe, qui remonte de taille et qui va vers la rupture. Donc dès qu'il y a une infection cutanée ou une destruction de la peau, donc il y a ça à la rupture et on les reçoit aux urgences. Donc on a le signe clinique, c'est l'hématome pulsatile, donc souvent à des secondaires à des ponctions transfixiantes, c'est-à-dire c'est la manière avec laquelle on ponctionne les patients. Donc on comprime sous contrôle bien sûr, on hospitalise le malade et ensuite c'est le traitement chirurgical. Hein. Donc on sera obligé de fermer cette fistule et de remettre la continuité artérielle, rétablir la continuité artérielle pour permettre la viabilité de ce membre. Vous voyez ici un faux anévrisme, le bout de l'artère de part et d'autre contrôlé, donc clampé, et on est obligé d'enlever toute la zone anastomotique et en portant ligaturé de la veine et en portant toute la zone de l'artère qui est vraiment malade. Donc, vous voyez un peu plus près, cette zone se trouve qui témoigne d'anastomose et donc rupture de l'anévrisme, faux anévrisme anastomotique, contrôle de l'artère. Donc, exérèse complète. Et là, interposition, parce qu'il n'y avait pas une patiente qui n'avait pas de saphène, on était obligé de mettre un greffon prothétique. Bon, ça permet de garder la visibilité du membre et attention à la surveillance de l'infection. Donc là, ça marche très bien. Donc on a pu encore sauver le membre et en réfléchissant à recréer une autre fistule dans un autre site. Ça, c'est le faux anévrisme rampeux. On voit ici le matériel qu'on a enlevé. Donc, toujours pour les faux anévrismes avec nécrose cutanée, c'est une complication bien sûr fréquente sur les prothèses. Il y a une sténose de l'anastomose veineuse, l'orifice de ponction de la paroi antérieure de la prothèse ne s'obstrue pas, donc il y a une hémorragie, ça coule beaucoup. Donc après retrait de la ponction de dialyse, ça veut dire qu'il y a un problème, puis nécrose. Donc l'hémostase s'est refaite, au retrait des légumes ne sera plus assuré. Le risque d'hémorragie, il est là, et ça c'est très important. Donc le traitement, il est chirurgical, on comprime, on doit placer le patient hospitalisé en urgence. Donc on donne toujours une petite chance, on enlève la zone nécrosée, et on peut enlever même la zone de la prothèse qui est bien sûr malade, on réfectionne l'anastomose s'il n'y a pas d'infection, ou fermeture de simple orifice qui saigne. Là, on est souvent confronté à ça aux urgences, on reçoit un malade, on ouvre, on enlève la peau qui est malade et qui est nécrosée, on voit le pertuis, on donne une chance, on ferme, on garde le malade hospitalisé, et s'il y a une récidive, il resaigne, ça veut dire qu'il y a de l'infection, donc on sera obligé bien sûr de réséquer, d'enlever, de mettre à plat, comme on l'a dit, et traiter la cause de ce problème par angioplastie. Soit la fermeture et l'exclusion du montage, j'avais dit, et bien sûr refaire notre anastomose. Donc, pour la quatrième complication, c'est le sérum. Le sérum, c'est quoi? C'est une fuite anormale autour de la prothèse, et liquide autour, ça veut dire une perte d'étanchéité de cette portion. Donc, ça fait la différence avec des infections. Donc, on est obligé de traiter, d'ouvrir, de vérifier, de ponctionner, de prélever, de faire l'étude de ce liquide, et de voir bien sûr que effectivement c'est pas de l'infection, mais quand même cette zone bien sûr qui est fragile, qui n'a pas pu faire une épithélialisation interne de la prothèse, on est obligé de la réséquer, d'enlever, de refaire une anastomose prothétique ou remplacement du segment qui est pour eux généralement, elle est souvent possible lorsqu'il n'y a pas d'infection. Donc cinquième complication, c'est une fistule qui marche beaucoup, qui fonctionne trop.
trop, donc il y aura beaucoup plus de complications, de conséquences cardiaques. Donc, on voit ça à l'hyperdébit sur les fistules plus proximales, c'est-à-dire en rapport avec de gros vaisseaux, et sur les fistules qui sont anciennes. À la longue, vous savez très bien que les fistules artérielles, c'est anormal. Mais c'est obligatoire et nécessaire pour faire la dialyse. Donc, c'est une situation un peu particulière. C'est pas physiologique. Donc, c'est pour ça, à la longue, à la tendance avec le temps, on a quelques petits problèmes lorsque la fistule est normale, mais elle tend à se développer. En général, c'est au cas par cas, mais en général, on a des hyperdébits. Donc, le débit est très élevé. Retentissement cardiaque aux possibilités de confection d'une autre fistule. Lorsque c'est impossible, il faut lier cette fistule, la supprimer, la neutraliser, ensuite refaire un autre site pour éviter toutes les complications cardiaques et les complications. Mais dans certaines situations, lorsqu'il y a une dilatation de la veine, on peut un peu rétrécir cette veine pour diminuer les débits vers la circulation. Donc, on fait ce qu'on appelle un banding, c'est une technique chirurgicale. On peut soit double par deux fils ou par une petite lame synthétique, on rétrécit cette fistule, mais c'est pas très fiable, c'est pas très efficace, mais ça permet dans certaines situations, certaines fistules, de encore augmenter le temps et de retarder, de ne pas lier cette fistule, de la supprimer. Donc, effectivement, la ligature de l'artère peut mettre en alimentation de la fistule par une voie rétrograde. Dans certaines situations, on peut interposition d'une prothèse et co-circuiter un certain endroit pour éviter de continuer vers l'hyperdébit ou carrément reconfonctionner une fistule. Comme sixième complication encore très grave, avec celle de l'infection et l'ischémie. C'est les deux complications très graves en attendant de voir les complications qui vont compromettre la fistule. Ça, c'est des complications qui posent un problème sur le plan fonctionnel et sur le plan général du patient. Par contre, ce qu'on va voir par la suite, les deux autres complications, ils posent un problème de fonctionnalité de la fistule, donc durée de vie. Mais ça, c'est un peu grave. Les infections, ensuite, maintenant, les ischémies, par insuffisance d'apport artériel en distalité, ça veut dire un vol vasculaire, où il y a l'artère qui est carrément bouchée et qui peut compromettre la circulation distale, donc aboutir soit à des situations de nécrose carrément d'un seul doigt, une souffrance du membre. Le malade témoigne toujours qu'il y a des fourmillements, que c'est plus froid que l'autre côté, et c'est bleu, et des fois une petite tache peut encore témoigner d'une hypoperfusion d'un territoire. Donc là, il s'agit souvent de quelqu'un qui a fait beaucoup de fistules sur le même membre, ou des patients qui ont une artère malade avec médiacalcose, avec calcifié, qui alimente la fistule, mais le débit ne suffit pas pour alimenter la fistule et la circulation en distalité. Donc pour les obstructions artérielles, c'est souvent les maladies athéromateuses, les embolies parfois, et les ligatures artérielles imposées après la prise en charge d'une autre complication infectieuse surtout. Donc lorsqu'on opère une complication, il faut toujours avoir en tête deux choses. Est-ce que la circulation est maintenue vers le membre? Et deuxième chose, est-ce que ce malade a une autre possibilité? Je puisse lui offrir de lui faire une autre fistule ultérieurement au prochain temps. Donc, le traitement des ischémies discrètes, refroidissement et fourmillement, c'est réchauffer souvent le membre, demander une petite activité physique, corriger l'anémie, des vasodilatateurs. Mais lorsque l'ischémie est intense, insupportable, et il y a des signes critiques, donc le Doppler confirme le diagnostic. Et il faut agir le plus tôt possible pour supprimer cette fistule et sauver le membre du patient et éviter l'amputation qui sera dramatique. Donc, on peut aussi réduire la fistule pour diminuer le vol vasculaire, pour avoir un débit suffisant qui va permettre à la circulation distale. Et enfin, la procédure la plus complexe, c'est bien sûr remettre un pontage safin qui va co-circuiter la zone anastomosée ou carrément fermer la fistule pour au moins permettre la viabilité et reprise de la circulation artérielle du membre. Donc, on peut avoir une deuxième situation d'ischémie en dehors de problèmes artériels, c'est-à-dire une thrombose, une artère bouchée ou un vol vasculaire, on peut avoir d'origine veineuse. Tellement il y a une surcharge du réseau veineux que ce membre-là va souffrir. Donc, il y a une stase et indirectement, vous avez des signes qui débutent avec un gros bras, un gros membre, donc des signes de souffrance veineuse clinique et qui va engendrer, bien sûr, une ischémie artérielle. Donc, ultérieurement, c'est en rapport toujours avec cette fistule. Ou secondaire à une sténose en aval de la fistule qui entraîne une surcharge veineuse en aval et ensuite répercussion artérielle. Donc, en général, le traitement de la sténose, chirurgie, angioplastie, recanalisation, et bien sûr, pontage de dérivation vers une veine jugulaire, dériver cette zone pour repermettre, bien sûr, le flux veineux artérialisé de cette veine artérialisée de reprendre son circuit vers les cavités cardiaques.
Donc, sinon, carrément, la solution la plus simple et malheureusement, c'est la fermeture de cette fistule. Donc, on arrive à la complication la plus fréquente et qui est elle-même source, je pense, de la majorité des autres complications qu'on a vues dernièrement. Vous comprenez que la sténose, vraiment, elle prend bien sûr l'importance de cette formation aujourd'hui, puisqu'elle est à l'origine de tous les autres dysfonctionnements, je pense dans la majorité des cas, et qu'elle est prise en charge actuellement par nos amis radiologues et angiologues, ceux qui font l'angioplastie, et qui permettent de, sauver la fistule, premièrement, de permettre une longévité, et deuxièmement, d'éviter d'aller aux complications qu'on a vues avant. Donc, il est préférable de détecter cette sténose, je pense, le plus tôt possible, de donner la chance à cette fistule d'être traitée, même plusieurs fois par angioplastie, c'est-à-dire de l'intérieur du vaisseau, de la dilater, autre chose. On va voir avec notre expert, Paul Habouchi, qui a une grande expérience. Donc, c'est la complication essentielle. Il faut y penser, qui est à l'origine des autres complications. Donc, elle est très fréquente, elle récidive, donc elle est un peu gênante, donc souvent après traitement, et parce qu'elle peut aboutir à la thrombose du montage et à la perte du montage. Donc, vous avez compris, aujourd'hui, on va encore plus détailler cette sténose où l'angioplastie endoluminale percutanée a la plus grande part du gâteau aujourd'hui, c'est-à-dire qui se fait actuellement. Donc, il faut y penser, confirmer par MOVA, et ensuite orienter le malade le plus tôt possible vers une dilatation qui permet d'éviter tout acte chirurgical, toute complication, etc. On va voir. Donc, les mécanismes de cette sténose, c'est l'hyperpression veineuse, une artère une veine qui va subir du sang artérialisé et l'hyperpression, elle va essayer bien sûr de ne pas être, c'est pas physiologique. Donc, secondaire à une sténose, une occlusion des troncs veineux profonds, c'est un malade qui a fait beaucoup de cathés, donc il y a beaucoup d'autres sténoses un peu en proximal. Donc, elle peut se manifester rapidement cliniquement quand on l'a présenté, monsieur Reklia, il va encore étayer si tu avais déjà des situations où, bien sûr, on va dire, effectivement, il y a une sténose, malgré qu'il n'y a pas un stade, on n'est pas en stade de complication. Le malade dialyse, il est piqué, mais il y a des signes de dysfonctionnement. Notre but aujourd'hui, c'est comment arriver à détecter et à orienter et à prendre en charge les fistules qu'on peut encore préserver pendant longtemps un confort et éviter les grandes complications catastrophiques. Donc, on peut avoir un gros bras, une circulation collatérale, ça témoigne que le sang veut partir de partout. Donc, il y a un obstacle. Donc, il faut essayer de gérer cet obstacle pour ne pas arriver à des ischémies, à des thromboses surtout, et à des souffrances cutanées. Donc, il y a une souffrance veineuse de type ulcère variceux chez les hémodialysés parce que il y a une sténose qui est retentie sur la poète. Donc, elle est redoutable car elle peut compromettre le futur d'accès, vous avez compris, sur le membre concerné. Vous avez ici la comparaison de membres. Il y a une sténose d'un côté, bien sûr, un gros bras. Ça, bon, ça pouvait être diagnostiqué avant et traité avant ce stade. Donc, les conséquences, pour les sténoses, pleural au niveau veineux, manifestation ischémie distale de la main, hypodébit, thrombose, c'est les conséquences de cette sténose, bien sûr, vous avez compris. Donc, quel que soit l'endroit. Donc, ça repentit si c'est juxta-anastomotique, ça veut dire que c'était en rapport avec une faute technique, c'est clair, ou des artères ou des veines de mauvaise qualité. Ça donne rapidement des sténoses anastomotiques ou juste juxta-anastomotiques. Donc, mais tardivement, lorsqu'on a une sténose tardive, je vous ai expliqué au départ, c'est l'hyperplasie myo-intimale, c'est cette veine qui n'est pas faite pour subir ce débit artériel malheureusement, mais on est obligé d'essayer de faire avec et de détecter rapidement et de lui permettre encore de fonctionner. Donc ce qu'on peut dire sur la zone de la ponction, toujours on a des sténoses, c'est que lorsqu'on ponctionne dans la même région, on a une fibrose, on a une fibrose qui s'installe progressivement et on a une veine qui est rétrécit progressivement et qui est la source d'une sténose. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une hémostase des points de ponction difficiles lors de la dialyse, retard de vidange de la veine et développement d'un anévrisme ultérieur à la sténose. Donc sténose qui est elle-même une complication qui va être à l'origine des autres complications. Donc les indications des sténoses anastomotiques, je préfère bien sûr que je laisse la main à mon ami Habouchi pour essayer d'encore
de voir si tu peux, en dehors, parce que la chirurgie ici, en réalité, n'a pas beaucoup de place, sauf s'il n'y a pas possibilité de angioplastie, où il y a échec, etc. On va voir, soit on reconfectionne une autre fistule, soit on va réséquer la zone sténosée, mais c'est pas toujours très bon. Donc, sur les sténoses, on avait vu de l'avant-bras, traitement chirurgical, refaire l'instant, je vous ai dit, donc angioplastie possible. Donc la chirurgie n'a pas beaucoup plus de place ici pour ces sténoses. Donc sur les sténoses, sur les veines de drainage, c'est toujours l'angioplastie qui permet au moins d'augmenter, de dilater. Même s'il y a une sténose, on peut repartir dessus. Vous allez voir en détail avec le professeur Habouchi. Donc pour les sténoses sur les veines de drainage, c'est l'angioplastie, j'avais dit. Sur les sténoses des pontages artério-veineux, si c'est une sténose de l'anastomose artérielle, c'est l'angioplastie. Sténose de l'anastomose veineuse, complications bien sûr des fistules, avec augmentation de pression des pontages, c'est clair, c'est la détection. Ensuite, on peut faire toujours l'angioplastie pour dilater et stenter ces récidives. Donc, pour les thromboses, qui est une conséquence aussi des sténoses, complications majeures aussi des abords vasculaires, les causes aux tensions artérielles, des fois, on se fait une baisse de tension artérielle, rapidement on a une thrombose progressive qui s'installe, donc anomalie biologique, anomalie de la crasse démonstrative de la crasse sanguine. Quels sont les moyens pour lutter contre ces thromboses? On peut faire une désobstruction rapide percutanée, bien sûr, une thromboaspiration, une angioplastie. Le succès, il est vraiment clair et net. Il y a certaines contre-indications qu'on va voir par la suite, ou des obstructions chirurgicales à la centrographie. C'est chirurgical, on sera obligé d'ouvrir et de désobstruer ce thrombus. Donc, quelles sont les indications des thromboses? Au niveau de l'avant-bras, si la thrombose est anastomotique, il n'y a rien à faire, il faut reconfectionner notre fistule. Si elle est étendue, des obstructions, vous avez compris, percutanées ou traitement aussi de thrombolyse, les aspirations plus angioplastie, c'est la meilleure solution pour lutter et préserver cette fistule. Si c'est au niveau d'un pontage artéro-veineux, c'est nos anastomotiques veineuses, c'est l'angioplastie toujours, ou la chirurgie en second lieu. Sinon, c'est l'angioplastie qui prend le dessus. Si c'est une sténose anastomotique artérielle, au niveau de l'artère, c'est la désobstruction qu'on obéit à toutes les sténoses, les thromboses artérielles, c'est-à-dire en ischémie. Donc il faut désobstruer par voie chirurgique, par homolectomie à la sorte de Fogarty. Donc j'ai essayé de voir, bien sûr, en tant que chirurgien, de vous dire l'ensemble des complications. J'ai beaucoup plus détaillé la complication la plus essentielle, la plus importante, qui est elle-même à l'origine. Donc, vous avez compris que l'angioplastie, ça prend une place prépondérante. Donc, je laisse la main à mon ami Habouchi pour nous parler des indications, de la technique elle-même, de certains cas cliniques, certaines situations, des contre-indications de la prise en charge sur le plan endovasculaire de ces sténoses pour les abords vasculaires. Merci encore une fois, professeur Moscoli, pour ce rappel exhaustif. En fait, si on a bien compris, le but principal de notre présentation, c'est d'expliquer que le capital veineux est un capital qui ne se renouvelle pas, et notre objectif à nous, c'est de le préserver au maximum parce que ce capital veineux est la vie même de notre patient dialysé. On a deux choix. Soit c'est la chirurgie, si je ne me trompe pas, se résume le plus fréquemment à refaire une autre fistule, ce qui veut dire qu'on exclut le capital veineux qui a été utilisé la première fois pour dialyser le patient. Donc le but principal de l'angioplastie, c'est de permettre un traitement endovasculaire de cette fistule sans amputer le patient de son capital veineux et d'essayer de le préserver le plus longtemps possible. Donc nous avons aujourd'hui des recommandations qui datent aujourd'hui mais qu'on respecte toujours pour le traitement par angioplastie des sténoses, parce qu'on va parler des sténoses et des obstructions des fistules de dialyse par voie endovasculaire, et on retient le seuil de 50% en diamètre. 50% en diamètre qui ne veut pas dire grand-chose parce qu'on peut les retrouver à peu près chez n'importe quel patient qui a 5 ou 6 ans de dialyse. On va retrouver des sténoses de 50% mais qui sont cliniquement asymptomatiques. Donc est-ce qu'il faut dilater toutes les sténoses? Je ne pense pas. Donc quand est-ce qu'on va dilater? C'est des fistules immatures avec soit une sténose artérielle, elle peut être dilatée si elle n'est pas trop longue, si elle n'est pas trop calcifiée, c'est pas un patient diabétique avec des sténoses qui sont longues, que ce soit des sténoses anastomotiques ou juste anastomatiques, ce qu'on appelle en anglais les inflows, des sténoses all inflow à l'entrée.
Des fistules à bas débit avec des sténoses au niveau des zones juxta-anastomotiques, là aussi, pardon, au niveau des zones qui sont autour des zones de ponction, là aussi, ça peut donner des fistules à bas débit. Nous avons l'hyperpression, on en parlait, c'est des patients qui ont un œdème, un temps de saignement qui est augmenté, et ces hyperpressions sont dues à des sténoses qui sont proximales, axillaires, transvénus dominés ou centrales au niveau de la veine cave supérieure. Et on peut être amené aussi à des obstrués, des thromboses, pas trop chroniques. Idéalement, c'est moins d'une semaine. On a un taux de succès de presque 95% sur des occlusions de moins d'une semaine. Au-delà, ça, les chiffres sont très bas. Avant de passer aux contre-indications, juste un mot, l'angioplastie en termes de succès technique marche très très bien. On a un taux de succès qui est entre 90 et 95% de succès technique primaire, mais c'est vrai, il faut dire la vérité, c'est qu'on a une récidive qui est très fréquente. On a une perméabilité à 6 mois qui est de l'ordre de 50 à 60%. Donc on a à peu près la moitié des patients qui vont refaire une autre dilatation. Si on regarde cette veine perméable, 5 à 6 mois après la première dilatation, moi, ça c'est par contre un avis, je dirais, d'expert. Il me semble que c'est pas très grave de dilater un patient 2 ou 3 fois par an si ça nous permet de pouvoir garder cette fistule perméable et de continuer à faire nos dialyses de manière assez confortable chez ce patient. Donc, quelles sont les contre-indications de cette angioplastie? Les fistules, la création d'une fistule qui a moins de 4 à 6 semaines. Là, on a un risque de rupture anastomotique qui est important, donc il faut difficilement dilater au niveau de ces zones-là. Maintenant, on peut dilater ailleurs, mais il faut éviter de dilater l'anastomose. L'infection, donc l'apparition de signes d'infection, je ne reviendrai pas à en parler largement, professeur Mscoli. Là aussi, c'est des contre-indications à l'angioplastie parce que sinon on a un risque d'essaimer notre infection ailleurs au niveau du corps qui est très importante. L'hyperdébit est une contre-indication pas absolue, mais toute relative de l'angioplastie, surtout si on a des patients qui n'ont pas d'autres abords vasculaires, mais il faut retenir qu'un débit supérieur à 2 litres est une contre-indication en angioplastie. Vous devinez assez aisément que si on va ouvrir un robinet qui est déjà largement ouvert, on risque de se retrouver devant une insuffisance cardiaque, voire une défaillance cardiaque qui évolue rapidement si on dilate encore plus cette fistule. Les ischémies du membre supérieur aussi doivent être des contre-indications en angioplastie. Là aussi, je vous laisse deviner assez facilement que déjà, si la main n'est pas assez bien irriguée par le sang, si nous, on va réouvrir le robinet pour la fistule, ça va encore aggraver cette ischémie. Donc, nous, on fait notre phlébographie, qui est le temps premier qui est notre temps premier de la dilatation, uniquement par voie veineuse, ce qui nous permet d'explorer beaucoup de contre-indications à la prise médicamenteuse. Un patient qui prend des antiagrégants plaquettaires, on peut arriver à le ponctionner assez facilement, même s'il prend des anticoagulants oraux, parce qu'on peut réaliser notre hémostase au point des ponctions veineux plus facilement qu'au niveau artériel. Donc on arrive à réaliser nos phlébographies, nos dilatations seulement sur le point veineux. Donc on arrive à explorer, regardez ici notre point de ponction, il est au niveau du premier anévrisme de ponction artérielle. Et donc on arrive à injecter le produit de contraste qui alimente l'alpha rétrograde, la zone juxta-anastomotique. Vous voyez ici l'anastomose et l'artère radiale ici sur une fistule radio-céphalique qui est proximale, et on voit une sténose juxta-anastomotique et anastomotique. Donc on le voit très bien ici, les sténoses, ça c'est les résultats après angioplastie. Donc notre fistulographie avec le seul point de fonction veineux permet d'évaluer notre fistule du point au niveau artériel, anastomotique, juxta-anastomotique, jusqu'au niveau central avec un seul point de fonction, l'injection de produit de contraste. On arrive à avoir toute l'arborescence veineuse et d'identifier, de confirmer nos suspicions de sténose, de thrombose, et ça nous permet d'un seul accès de vérifier et de vérifier toute notre fistule. On va continuer avec quelques cas pratiques, ça va nous permettre d'expliquer un petit peu comment on arrive à gérer d'un point de vue endovasculaire nos patients-là. Je donne l'exemple d'un patient de 67 ans qui a une fistule brachio-céphalique qui est immature, la veine n'est pas assez grosse, le patient parle d'un tirage et de séances de dialyse qui se font de manière difficile. Ici, c'est le Doppler qui a été réalisé chez ce patient avant la réalisation de l'angioplastie.
Vous voyez ici le tracé Doppler dont on en parlait tout à l'heure. On voit ici l'index de résistance, je vous ai dit, inférieur à 0,6, il est à presque 0,9, avec un débit inférieur à 250 millilitres par minute. Donc on est sur une fistule qui a un débit qui est critique, avec un index de résistance élevé, et donc un risque de thrombose qui est imminent. On va regarder avec notre Doppler notre fistule. On voit qu'on a une anastomose qui est à 2 mm, c'est petit pour une anastomose, et ici, une zone juxta-anastomotique qui est extrêmement grêle, avec un épaississement de la paroi, on le voit ici, qui est source de cette sténose juxta-anastomotique, et une veine de ponction, bien sûr, qui est grêle. On va faire notre phlébographie, ponction de la veine céphalique, et on confirme tout ce qu'on a vu au Doppler, la sténose juxta-anastomotique. Ici, c'est l'artère brachiale, ici, c'est l'artère brachiale distale, et notre anastomose, sténose anastomotique et juxta-anastomotique. Donc, ce qu'on fait, on arrive à cathétériser avec un guide, une dilatation ballon haute pression, et ça nous permet de retrouver une anatomie qui est plus favorable au développement de cette fistule. Je vous montre le contrôle de ce patient 3 semaines après, avec les modifications de l'index de résistance et du débit. Le débit est passé de 250 à 950, et avec une dilatation du double de l'anastomose, ça c'est 3 semaines après, et une veine qui commence à se maturer. On est passé, je crois, de 3 à 4 mm à 5 mm. Ici, c'est le tracé de la fistule avant l'angioplastie, ici après, ça ne ressemble à rien. L'index de résistance est passé de presque 0,9 à moins 0,6. On est sur une fistule qui est très favorable et qui va se développer petit à petit. Ici, c'est un autre cas d'une patiente. Là, on avait vu donc les 2 indications principales de l'angioplastie. On a vu c'est les sténoses, c'est les pravimatures par sténose dite proximale distale, c'est-à-dire anastomotique ou juxta-anastomotique. Ici, on va passer à un autre cas, des indications d'angioplastie sur les signes d'hyperpression. On voit ici une patiente qui a un gros bras gauche. On voit bien cette fistule brachiocéphalique. En fait, il s'agissait d'un vortex, c'était une prothèse brachiocéphalique avec un important œdème du membre supérieur et un rallongement du taux de saignement. Donc, notre fistule a un tracé de fistule habituel, l'index de résistance est bas, le débit est bon, on sait qu'on est c'est une fistule qui fonctionne bien au Doppler, mais les signes cliniques nous disent qu'il y a quelque chose ailleurs qu'on n'a pas pu détecter au Doppler, et donc on va réaliser encore une fois notre fistulographie, on va mettre notre cathéter, on va injecter le produit de contraste, et on se rend compte que le produit de contraste passe au niveau du vortex, on a une obstruction ici de la veine axillaire, et on a un flux rétrograde vers les veines humérales qui vont reprendre un trajet profond, qui vont aller vers une veine périphérique. Et donc, c'est ce qui explique notre dème chez notre patient. Donc ici, nous avons eu la chance de pouvoir recanaliser notre veine axillaire, de dilater une première fois, mais le résultat n'est pas très satisfaisant. Donc, on va mettre un stent, et on voit que par la suite, la fistule se comporte très très bien. Une deuxième thrombose, un deuxième patient qui avait la même clinique avec une thrombose axillaire et axillaire sur un cathéter central, même chose, on cathétérise, on dilate et on met un stent ici, c'est au niveau du tronc innominé. Notez le cathéter central c'était lui-même la source de notre thrombose du tronc innominé, ici aussi avec un bon résultat. Un autre cas chez un patient qui a bénéficié plusieurs fois aussi de cathéters centraux, une sténose pré-occlusive du tronc innominé avec un large reflux au niveau des veines cervicales et jugulaires qui était responsable chez ce patient-là d'un syndrome cave supérieur. Donc pareil, on a eu la chance de pouvoir cathétériser et de dilater avec mise en place d'un stent et réduction rapidement des symptômes. Parfois, on a des sténoses qui sont dues à notre premier traitement. Ça, c'est un patient qu'on avait déjà traité par stent d'une sténose de la crosse céphalique qui malheureusement a resténosé, et donc on a dû remettre un stent couvert. Après combien de temps? Et là, c'était assez précoce, c'était moins de 6 mois. Okay. Et donc, on n'arrive pas trop à expliquer ça. On met les patients sous anti-agrégants plaquettaires, on a chez qui ça marche, on a chez qui ça ne marche pas.
on n'arrive toujours pas à savoir chez qui. Chez les patients dialysés, ça ne marche pas aussi bien que chez les autres patients. Donc là, on est obligé de mettre un stent couvert. Le stent couvert, on sait qu'il a une meilleure perméabilité sur le long terme. Le souci, c'est qu'il coûte plus cher et aussi on doit mettre du matériel qui est beaucoup plus gros et donc pour l'hémostase, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on n'utilise pas de manière fréquente. Donc parfois, on a des complications de nos propres gestes, ça peut arriver. Et donc là aussi, je vous montre quelques cas où on a des ruptures des zones de dilatation, parfois qui sont simplement gérées par des compressions endolumineuses au ballon. Donc on met le ballon, on le gonfle à basse pression, on le laisse pendant 10 minutes et on revoit. Donc souvent ça marche bien, parfois ça marche pas. Ici c'est une rupture, d'une désobstruction, c'est une phase qu'on a désobstruée, on a désobstrué un peu trop fort peut-être, et on a eu cette rupture au niveau de zone où le thrombus peut-être était adhérent. Cette fuite de produits de contraste qu'on voit ici, on n'a pas pu la gérer malgré la mise en place d'un ballon plusieurs fois pendant 10-20 minutes, et on a dû mettre là aussi un stent couvert qui a permis de récupérer la fistule. Pareil pour cette zone juxta-anostomotique, on a fait des compressions internes pendant plusieurs dizaines de minutes sans succès. On voit très bien cette fuite de produits de contraste ici. On a dû mettre un stent couvert ici aussi pour éviter cela. Parfois, on a des gags. Donc cette patiente, je vais finir par cette planche, hein. Ça nous arrive nous-mêmes. Il faut bien évaluer nos patients avant de réaliser nos angioplastiques. Ça, c'était une patiente qui est venue pour une fistule qui était immature. On voit bien notre trajet de ponction veineux, hein. On n'a pas de retour veineux ici. L'opérateur, ici, pendant la ponction, a senti qu'il avait ponctionné l'artère humérale avant de ponctionner la veine. Donc, on savait qu'on allait avoir des complications. Et donc, on a fait cette fistulographie pour voir d'abord où est la complication. Donc, ici, on va voir deux fuites de produits de contraste. Ici, au niveau de l'artère brachiale proximale. Ici, au niveau de l'artère brachiale distale. Et on a mis, donc, sa première s'est parée spontanément au bout du deuxième contrôle. Mais celle-là, on a mis presque 1 heure à la faire disparaître. Ouais. On a réussi à la fermer, on a continué notre geste, ça s'est très très bien passé, on a bien dilaté. Le souci, c'est quand on a fini notre boulot et on a fini la compression, on a remarqué qu'il y avait une autre cicatrice au niveau de l'avant-bras. En fait, c'était pas une fuite de produits de contraste, c'était juste une chambre d'une ancienne fistule qui ramenait qui faisait ramener autour de et qui était partiellement thrombosée. Donc on n'aurait jamais dû la toucher celle-là, on aurait dû la laisser tranquille, c'était pas une fuite de produits de contraste. Il s'agissait que de celle-là qui s'est spontanément tarée. Il est très important de bien connaître ces patients, de bien les examiner avant, afin d'éviter de... C'est des risques, hein. Ici, essayer de colmater cette brèche, on aurait pu thromboser toute l'artère en aval. Bon, ça, c'est pas passé. Donc si on doit retenir quelque chose, en ce qui me concerne par rapport à l'approche endovasculaire, il faut contrôler de proche uniquement, mais aussi échographiquement nos patients. Le traitement de sténose est plus facile que le traitement de la thrombose et les résultats sont meilleurs. On a des résultats cliniques sur le long terme qui sont meilleurs pour les dilatations simples sur sténose. Donc notre objectif principal, on est tous d'accord ici, c'est la sauvegarde du capital veineux. Je pense qu'il faut éviter la reconfection d'une autre fistule au maximum, sauf échec de toute tentative thérapeutique. Je laisse M. Scoli la conclusion de... Merci beaucoup, mon ami, pour cette excellente démonstration. Le professeur Habouchi nous a démontré par les belles images, excellentes images, tout ce qu'on a parlé avant. C'est-à-dire on a vu l'artère, on a vu la veine, on a vu comment il dilate par un ballonnet par voie endoluminale, comment il met des fois des stents, dans quelle situation, et quels sont les petits incidents opératoires chez lui, c'est-à-dire il va travailler de l'intérieur, il nécessite pas d'anesthésie générale en général, donc c'est l'idéal d'arriver à avoir actuellement chez nous ce genre de prise en charge, ce genre de traitement pour nos malades. Donc pour essayer avant de conclure, de résumer, l'idéal c'est quoi? C'est bien sûr lorsque notre ami a des malades, on est obligé de bien les préparer pour une fistule. La fistule doit être bien faite, dans les normes, bien préparée, avoir une cartographie initiale pour au moins prédire le futur. Donc si on fait une bonne fistule, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien la ponctionner proprement et délicatement pour qu'elle survive longtemps. Donc,
essayer le plus tôt possible de détecter la sténose, donc qui est elle-même source des autres complications. Donc, pour cette sténose, vous avez compris aujourd'hui que 95% la prise en charge est par l'angioplastie. Donc, essayer au maximum d'éviter les autres complications grâce au bon diagnostic, au bon moment, d'anticiper bien sûr et d'orienter rapidement le patient et de lui permettre de faire à chaque fois des dilatations si c'est possible et de lui faire comprendre qu'on est là pour vous préserver le capital veineux qui est très précieux. Vous avez compris que les veines chez les insuffisants rénales sont quelque chose d'extraordinaire, donc de très précieux. Donc au total, ces complications sur le plan réel et pratique des abords vasculaires sont beaucoup plus rares que celles des pontages. Ça c'est clair. En cas de complications infectieuses, il ne faut pas hésiter d'hospitaliser surtout rapidement les malades et de sacrifier le montage lorsque c'est un peu avancé sur le plan infectieux, surtout s'il s'agit d'une prothèse synthétique. Les complications ischémiques sont à mettre au compte du voile vasculaire. On a vu une planche présentée, une belle image présentée par le professeur Habouchi. Il parlait de la sténose, mais j'ai remarqué que l'artère, après la fistule, elle était rétrécie. Le débit de l'artère en amont et en aval, c'était pas la même chose. Donc la fistule elle-même vole un peu de sang pour le reste du membre, surtout lorsque c'est distal, donc la main va souffrir. Donc, l'URSCO, c'est des malades qui ont un diabète, un HTA. Donc, la réduction du vol et le traitement des anomalies artérielles ne sont pas toujours possibles ou efficaces. Là encore, la décision de fermer le montage artério-veineux pour sauver le membre et de recours aux cathéters veineux, malheureusement, sont trop. Si possible temporairement, doit être prise rapidement. Donc, pour le cas de débit de fistule avec retentissement cardiaque, plusieurs solutions originales, vous avez vu, sont proposées. Donc, pour conclure, les techniques des voies d'abord en vue d'une épuration extranéale sont des interventions qui permettent de sauver des vies. La réalisation d'une bonne voie est le gage d'une épuration de qualité, ainsi que l'absence de complications dans le long terme. Si les techniques chirurgicales évoluent, bien sûr, c'est pour beaucoup l'amélioration des techniques d'imagerie, de diagnostic, surtout de Doppler, de phlébographie, et la radiologie interventionnelle, notre ère. Heureusement qu'on a la possibilité d'avoir actuellement cette chance, donc qui vont profondément modifier la prise en charge. Vous avez remarqué, pour les gens qui ne sont pas bien sûr bien imprégnés, donc rôle clé dans la création et le maintien des axes vasculaires d'hémodialyse. Pourquoi rôle clé? Parce que avant d'opérer la malade, il est préférable pour le chirurgien d'avoir une cartographie. C'est l'idéal. Un bon examen clinique, un bon Doppler, vous avez vu la dernière fois, une phlébographie, c'est l'idéal pour choisir le meilleur site possible. Donc, le traitement chirurgical d'un grand nombre de ces complications peut actuellement être remplacé par un traitement percutané sous contrôle radiologique, mis en œuvre soit par le chirurgien, soit par un radiologue. La chirurgie à ciel ouvert, elle perd encore, heureusement, beaucoup de place pour la meilleure prise en charge pour nos patients. Donc, elle garde une prépondérance dans le traitement des anévrismes, c'est des hauts débits, des complications ischémiques, et seul le chirurgien qui a touché cette fistule, qui a opéré, peut coordonner, bien sûr. C'est lui le coordinateur de la gestion de ce capital veineux en relation étroite avec nos amis néphrologues, bien sûr, qui, bien sûr, vont gérer ce capital veineux. Et je laisserai les recommandations à notre ami El Priya de conclure par certaines recommandations dans ce sens. C'est clair que quand on parle de recommandations, c'est qu'il y a une expérience maintenant par rapport à ces fistules. Si on revient à l'histoire, la fistule a commencé dès 1960-66, et donc maintenant on a assez de recul pour voir quel est j'allais dire, le pourcentage de perte d'une fistule d'un abord vasculaire, ou quel est le pourcentage aussi de réussite de n'importe quel geste. Maintenant, c'est clair qu'il y a énormément de recommandations. Les recommandations qui a été déjà, on a parlé avec M. Habouchi par rapport à les recommandations Kadoki, elles sont toujours d'actualité, et il faut vraiment respecter ces recommandations. Quand on parle de recommandations, c'est limite, on est obligé de les faire, parce que là, on est plus dans la prévention que dans le traitement, et donc on doit bien sûr instituer des règles rigoureuses par rapport à cette pratique. Donc, en dépit du nombre important de maladies traitées, du service qui leur est rendu, la pratique chirurgicale des voies d'abord vasculaires pour hémodialyse est peu enseignée. Ça, on le sait. C'est clair qu'il faut avoir, j'allais dire, à côté de nous, d'un chirurgien assez
j'allais dire, assez averti et avoir de la pratique parce que n'oubliez pas, on le redit et on le redira, un abord vasculaire, on l'a dit au début, c'est la vie. Moi, je dirais même c'est son oxygène. Donc, si on ampute de l'abord vasculaire, il n'y aura plus de dialyse et vous connaissez les conséquences malheureusement. La chirurgie reste aussi la réalisation, pour parler aussi de ce qu'a parlé M. Muscovri, elle doit être assez simple. Essayer d'avoir la fistule idéale, entre guillemets, ça veut dire en fait quand le temps idéal pour parler d'une fistule, c'est avant la confection. La cartographie est très importante. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit confectionner? Est-ce que c'est une fistule distale? Est-ce que ça sera une proximale? C'est clair, prioriser toujours une fistule distale par rapport à une proximale. Est-ce qu'il faut mettre un pontage? Est-ce que il faut mettre, après on parlera aussi des cathéters, j'allais dire de longue durée, mais la priorité est toujours dans cette fistule. Qui dit fistule, donc une préparation avant, pas de ponction, pas de prélèvement, laisser le bras moins dominant, vraiment dominant, pardon. Et donc tout ça, ça c'est en amont pour pas arriver. Vous avez vu le nombre de complications et le nombre aussi de choses qu'on doit faire. Et vous avez vu que c'est jamais facile de gérer ces complications. Et donc toute la complexité provient du choix des disciplines, d'une stratégie évolutive de création des accès, de l'imagination chirurgicale. C'est clair que un chirurgien a plusieurs tours dans sa poche, hein. Donc c'est clair qu'un malade est différent d'un autre malade, une fistule est différente et une complication différente, et donc elle est diversifiée. Et aussi on a la chance aussi d'avoir les angiologues avec nous. Alors l'angiologue, c'est vraiment la facilité actuellement. Il y a cette efficacité qui est là, qui est patente. Bon, il y a le risque de récidive, mais cette récidive, quand on pèse le pour et le contre, bon, on y adhère. Il n'y a aucun souci parce que on va préserver cette fistule et donc on aura toujours cette chance de, si vraiment il y a un échec, de passer à un autre abord vasculaire et donc de conserver le maximum possible cet abord, tout en sachant que c'est des patients qui ont la difficulté d'être transplantés. Et donc, essayer de vraiment préserver le maximum l'abord en attendant, bien sûr, le traitement de choix qui est la transplantation rénale. Donc, c'est clair que cette complicité, si on peut dire, entre nous, néphrologues, médecins dialyseurs, chirurgien, radiologue, angiologue, ben ce sera aussi c'est l'avantage d'avoir bien sûr cette conservation de l'abord vasculaire qui est très très importante pour nos patients. Voilà. Monsieur Habouchi, donc si vous voulez conclure. Non, je vous remercie encore une fois. Je pense que vous avez tout dit au départ et à la fin. La fistule, c'est la vie. Il faut faire confiance, aux patients porteurs de dialyse. Il connaît bien sa fistule, il connaît bien sa maladie. C'est des gens en règle générale qui se sentent bien renseignés, ils connaissent leur corps parfaitement. J'aimerais attirer l'attention sur la détection des pathologies et des complications et des dysfonctionnements avant le stade de thrombose et avant l'apparition de complications graves, afin d'essayer de les limiter au maximum par soit une angioplastie simple, soit par une reconfection si c'est trop distal et qu'on n'arrive pas à dilater et que parfois la seule rapprochement d'une fistule permet d'avoir une fistule qui fonctionne correctement sur plus de 10 ans et un confort du patient qui est indéniable. Donc dépistage. Et dernier mot, cette blanche elle est parfaite. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on ne dilate pas toutes les sténoses, par exemple. Hein. Il y a des sténoses asymptomatiques, on ne les dilate pas. Et donc, la prise en charge de quel patient que ce soit, on parle de patients dialysés, cancéreux, que ce soit, doit se faire de manière multidisciplinaire, ne jamais prendre les décisions seul de son côté, ne jamais se prendre pour un expert ou pour quoi que ce soit. Il y a plein de choses qui nous échappent de notre côté. Et donc, il faut toujours discuter de nos patients. L'infirmier va nous dire que cette fistule ne fonctionne pas bien, alors que nous, on ne voit pas le patient, on va lui dire non, les bilans sont bien, laissez-nous tranquille. Lui, il le connaît parce qu'il le dialyse, il le fonctionne, il sait que c'est difficile.
le chirurgien, le néphrologue a son mot à dire, il connaît aussi bien son patient et il va nous dire que oui, on a découvert une sténose, mais le patient dialyse bien, on n'a pas de problème, laissez-le tranquille. Le chirurgien et le radiologue, pardon, doppleriste, il connaît bien sa technique. S'il va vous alerter sur des complications que vous avez, on ne peut peut-être pas voir de manière clinique, va nous alerter et nous dire attention, il y a ceci, il y a cela, il y a la fois anévrésie qui apparaît, hématome, évitez de fonctionner ici, changer de point de ponction, très important. Et puis, la partie thérapeutique, il y a de la place pour de la radiologie interventionnelle, il y a de la place pour de la chirurgie. Il faut discuter au cas par cas les patients afin de les prendre en charge de la meilleure façon possible. Professeur Mouskouri. Merci, Emile. Donc, effectivement, pour la meilleure prise en charge, encore une fois, de ces malades, donc on est obligé d'être associés, travailler d'une manière, bien sûr, fusionnée, et donc chacun va apporter un plus dans son domaine pour essayer de minimiser cette souffrance et d'essayer d'apporter aux malades la meilleure prise en charge de leurs complications ou de leurs maladies. Donc, on est tous, bien sûr, impliqués, et je souhaiterais qu'on reste à la disposition de tout le monde pour pouvoir encore répondre aux besoins de nos patients. Et j'ouvre le débat pour l'ensemble des participants avec nous. S'il y a des questions, on peut dès maintenant avoir les questions et d'essayer en fin de compte de répondre aux différentes questions. Message. Merci, cher professeur. Je tiens à préciser aux participants qu'on ne peut pas ouvrir des micros. Ça sera le chahut, alors que pour l'enregistrement, il est bénéfique d'avoir un son clair. Donc, je vous invite à écrire vos questions. Il y a une personne qui avait demandé de lui donner la main. Écrivez votre question. Le sujet est très pertinent. Faut sincèrement travailler en équipe et en pluridisciplinarité, ça c'est très très important. Ça c'est très important. Avoir plusieurs spécialités, on devrait faire toutes les formations comme ça. Moi j'apprécie ça. J'apprécie cette méthode. C'est bon. On a une meilleure vision. En tant que praticien, on a une meilleure vision et on sait vers où acheminer notre patient. Alors, on a des questions, on attend toujours, on attend. Très bien. C'est pas de question, ça veut dire vous avez tout compris ou on a mal expliqué. L'anticoagulation. Est-ce que l'anticoagulation est insuffisante? Est-ce que l'anticoagulation insuffisante peut provoquer des thromboses de la fistule? Alors, est-ce que l'anticoagulation insuffisante peut provoquer des thromboses de la fistule? Alors, il faut savoir que les patients dialysés ont un profil particulier, ok? Et même si en absence d'une anticoagulation qui est faible, les thromboses sont là, peuvent exister. Donc, ce n'est pas, j'allais dire, le paramètre le plus important. Alors, c'est clair que l'anticoagulation, elle est importante dans une séance de dialyse. C'est le risque de coagulation du circuit. Donc, qui dit coagulation, donc perte de sang. Donc, indirectement, il y aura de l'anémie, donc il y aura des thromboses, donc c'est clair que l'anticoagulation est importante. Maintenant, est-ce que le fait que l'anticoagulation n'existe pas, est-ce qu'il y aura absence de thrombose? Non. C'est clair qu'il y a plusieurs paramètres, c'est multifactoriel et donc ce n'est pas, j'allais dire, la cause principale des thromboses. Mais une bonne anticoagulation est importante, j'allais dire, pour la qualité de dialyse. Okay, et qui dit qualité de dialyse dit, j'allais dire, une globalité d'une efficacité sur le plan dialyse et bien sûr sur le plan de parrainer aussi cette fistule le maximum possible. Si je peux rajouter, la pièce, permets-moi. Normalement, un patient dialysé, en dehors des séances de dialyse, il n'est pas anticoagulé. Donc, normalement, il n'y a pas de raison d'anticoaguler un patient dialysé. Maintenant, quand on a une thrombose, il y a une raison à cela qui est anatomique
ou physiologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est à cause de la médication. Effectivement, nous, on retombe par contre chez les patients qui ont des sténoses, ou qui ont une angioplastie, ou qui ont ceci, on les anticoagule, ou on donne des antiagrégants plaquettaires. Ces patients-là, personnellement, nous avons des difficultés à trouver le bon compromis entre anticoagulés ou donner des anti-agrégations plaquettaires, comme l'a dit le professeur Abhia, on a un risque hémorragique, on a le bénéfice de l'anticoagulation. Ça reste très très difficile, ça à étudier au cas par cas, patient par patient, voir ses antécédents, comment il a réagi la première fois. Mais encore une fois, un patient dialysé, normalement dehors des séances de dialyse, n'est pas anticoagulé, donc normalement, l'anticoagulation n'a rien à voir avec le risque de thrombose. Alors, pour rajouter sur le plan physiopathologique, c'est qu'il y a des toxines urémiques. Et on sait qu'un patient, un insuffisant rénal chronique, alors là, un dialysé, l'urémie, donc quand on parle d'urée, une augmentation de toxines urémiques, donc il y a cet allongement de saignement, donc de temps de saignement. Donc c'est des patients qui ont un peu plus de risque de faire d'hémorragie que de thrombose. Et donc c'est clair que l'anticoagulation en dehors des séances de dialyse n'est pas indispensable, sauf exception. Et donc quand on parle d'anticoagulation en dehors de séances de dialyse, il vaut mieux pas y penser, donc penser à autre chose et penser à une autre cause de thrombose de ces fistules. Très bien, parce que s'il y a thrombose sur fistule, il y a un obstacle mécanique, c'est sûr. Il y a une sténose, donc il faut penser à la cause. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de rechercher pourquoi ce malade a fait une thrombose. Donc l'anticoagulation, je pense, faut revoir les choses au cas par cas, comme il a dit le professeur Habouchi. Alors, il y a une autre question. Complication infectieuse. En cas de complication infectieuse d'une fistule, pendant combien de temps cette fistule doit être exclue des séances d'épuration extrarénale? Alors, maintenant, il y a plusieurs types d'infections d'une fistule artério-veineuse. Je pense, monsieur Escouret, on avait parlé. Est-ce qu'on parle d'une fistule, est-ce que c'est le point de ponction? Est-ce que c'est au niveau de la fistule? Est-ce que c'est un pontage? Bon, là, apparemment, on parle plus de fistule artério-veineuse. C'est clair qu'on en a. C'est assez fréquent, les points de ponction. Donc, habituellement, on donne un antibiotique. Quelles sont les bactéries les plus fréquentes? Bon, habituellement, c'est le staphylocoque aureus, donc habituellement une double antibiothérapie suffit, donc de la pénicilline, donc des céphalosporines plus de l'aminoside, et habituellement ça donne très bien. Quelle est la conduite à tenir? Changer les points de ponction, donc essayer de changer de point de ponction et éviter la ponction, bien sûr, de la zone infectée. Habituellement, ça donne très bien. Maintenant, quand il y a un retard de diagnostic, là, c'est clair qu'il y a cette exclusion, donc on ne doit pas piquer cette fistule. Penser à un cathé, donc essayer de laisser le maximum pour ne pas perdre déjà la fistule, et pire encore, c'est qu'il y a le pronostic vital qui est mis en jeu. S'il y a là, on est obligé d'exclure cette fistule, d'hospitaliser, de mettre une antibiotique assez importante, pour passer même à la vancomycine. On fait aussi des hémocultures pour aussi d'identifier. Habituellement, je l'ai dit, c'est le staph, mais si on a un pseudomonas ou une infection, j'allais dire spécifique comme le candidose, donc là, il faut taper un peu plus fort que d'habitude. Pour un peu simplifier les complications infectieuses en matière d'abord vasculaire, je peux aller vers de plus grave au moins grave. Donc la plus grave, c'est l'infection sur prothèse. Ça, c'est la situation la plus dramatique, c'est-à-dire le produit synthétique va retenir l'infection, donc ça ne peut que s'aggraver et persister à l'aide des complications. Deuxième, infection sur anastomose. Aux alentours d'anastomose, ce qu'on appelle les infections précoces post-confection de fistule, et anastomotique, c'est-à-dire il y a des fibres qui retiennent encore une fois l'infection, malgré l'antibiothérapie et la mise à plat, et risque de lâchage. Et troisième complication infectieuse, la moins grave, c'est les complications infectieuses sur les points de ponction, qu'on peut plus ou moins tolérer les antibiotiques, nettoyer et permettre encore une fois de préserver cette fistule. Donc vous voyez là le seuil de gravité, c'est toujours grave, mais du plus grave au moins grave, c'est-à-dire les infections sur prothèse, les infections anastomotiques et les infections périveineuses ou des points de ponction autour des ponctions qui peuvent être gérées
sans avoir beaucoup de stress. Mais les infections stressantes, c'est les angioprothèses et les infections anastomotiques post-opératoires. Alors, une autre question. Comment faire pour la prise en charge d'un patient hémophile qui présente une fistule sténosée? Ah, ok. Ça, c'est l'exceptionnel de l'exceptionnel. C'est la préparation. Ben, c'est clair qu'un patient hémophile a des spécificités, ok? Mais n'oubliez pas, c'est un patient qui a une fistule, donc on va le prendre comme patient qui a une fistule sténosée, ok? Et donc, tout est dans la préparation de ce patient hémophile. L'hémophile va saigner un peu plus, ok? Et donc, n'oubliez pas que c'est des patients qui sont très difficiles à gérer. On a l'expérience par rapport à ces hémophiles et c'est des patients qui ont une tendance à cette thrombose et donc, habituellement, les fistules ne durent pas très longtemps chez ces patients, ok? Habituellement, on passe vers des cathés de longue durée, et sinon on les propose pour des dialyses péritonéales. Donc c'est des fistules qui ont une durée de vie très minime. C'est vrai que je ne sais pas si tu as eu le cas de dilater des patients avec des fistules sténosées. Habituellement, j'en ai reçu, alors dans mes souvenirs, j'en ai reçu 3 hémophiles, et habituellement, ils viennent un peu en retard, avec des fistules qui se sont arrêtées, et donc on était obligé de mettre plus des cathés tunnelisés, donc de longue durée, et je vous ai dit, on les a switchés vers la dialyse péritonéale. Alors, il faut le dire, hein, la survie chez eux est très basse. Bon, je me souviens d'un patient qui a été transplanté, donc il est resté 5 ans en transplantation rénale, mais c'est des patients très difficiles à gérer. Maintenant, si vous pouvez diagnostiquer une sténose, ben, il faut vraiment l'envoyer rapidement vers nous, néphrologues, pour essayer de l'orienter, soit chez le chirurgien et habituellement chez l'angiologue, mais c'est des patients qui arrivent un peu en retard et donc c'est des fistules qui sont déjà... Donc, il me paraît que, bon, moi j'en ai jamais reçu, mais on a déjà reçu des patients avec des anomalies de la coagulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les techniques de dilatation simples sont des obstructions. On ne parle pas de thrombose, on parle de dilatation de sténose. Si on met du matériel miniaturisé, ça ne pose pas de problème. On les traite comme si on avait traité un patient. C'est un patient orale, lambda. Maintenant, s'il vient en thrombose et qu'on doit mettre du gros cathéter et que là, ça devient plus compliqué, on demande un avion hémato, on met des choses au parallèle pour pouvoir éviter les saignements après les procédures. Ça devient des patients qui sont très difficiles à traiter. Mais si c'est seulement, comme vous le dites, d'une sténose, on le traite comme un patient. Voilà, tout simplement. Alors, autre question, comment confirmer l'infection de la fistule? Bon, je pense que ça c'est de la redondance, on en avait parlé, ok. La durée de traitement anti-infection, je l'ai dit, hein, c'est en fonction de l'infection, du site, et donc ça va de 7 jours jusqu'à 3 semaines, voire plus, hein, c'est en fonction et de l'identification de la bactérie, entre guillemets, et aussi par rapport sur le plan clinique et sur le plan aussi sur le plan du site d'infection. Alors, autre question, les conseils pour le piquage. Conseils pour le piquage. Moi, je pense que vous parlez de ponction, de fistule. Alors, la ponction de fistule, c'est clair que déjà, il faut choisir le bon moment pour piquer. Bon, quel est le bon moment? Ben déjà, est-ce que c'est une bonne fistule? Est-ce que c'est une fistule qui est mature? On en avait parlé. Il faut jamais toucher une fistule qui ne marche pas. Donc, l'idéal, si vous pouvez le faire, c'est de déjà faire un Doppler de contrôle, de voir est-ce que c'est une bonne fistule. Vous l'avez vu avec professeur Habouchi, un bon débit, de bonne résistance. J'allais dire après sur le plan clinique, est-ce qu'il y a un bon frémissement, un bon bourdonnement, le tri qui est bon. Là, c'est clair qu'on doit piquer. Alors, est-ce qu'on doit piquer au niveau de l'anastomose? Jamais. Ok, donc il faut être loin de l'anastomose. Et donc c'est clair que le cordon doit être minimum de 6 cm voire plus. Quelle est, j'allais dire, la distance entre les deux ponctions? Habituellement, on parle de 3 travers de doigts, voire 4 travers de doigts. Donc, laisser le maximum de place pour essayer d'éliminer ce petit problème qu'on appelle recirculation. C'est quoi la recirculation? C'est ne pas dialyser le même sang. Ok? Et donc, c'est clair que pour avoir une bonne efficacité, je parle toujours de cette adéquation de la dialyse,
Une bonne efficacité de dialyse, c'est de dialyser le maximum de sang et donc de ne pas dialyser le même sang, et donc on appelle ça recirculation, et donc essayer d'avoir une ponction entre les deux, entre l'aiguille artérielle et l'aiguille veineuse de à peu près 4 à 5 centimètres. Et aussi, quelles sont les bonnes choses? On en avait parlé, hein, la première formation, c'est clair que l'hygiène est très importante, donc le site, laver le site, avoir des gants, avoir un infirmier, j'allais dire averti, parce qu'en fait, quand l'acteur principal, je le dis, je suis néphrologue, mais l'acteur principal aussi, c'est l'infirmier, il va vivre avec le patient, donc dans les bonnes choses et les mauvaises choses, et donc un infirmier averti équivaut à une qualité de dialyse excellente. Donc, je pense qu'on en avait parlé par rapport à cette ponction, et donc j'espère que j'ai résumé un peu les conseils pour les ponctions des fistules. Alors, est-ce qu'une raideur répétitive au niveau des membres concernés nécessite un Doppler? Donc, je pense que toute modification clinique chez le patient nécessite une exploration. Dans la raideur, ça me paraît un peu compliqué. Peut-être effectivement, il peut y avoir un problème articulaire. La seule chose à laquelle je pense et qui peut être visualisée par un Doppler, c'est que parfois on peut avoir des anévrismes, des faux anévrismes qui compriment les trajets nerveux, le nerf médian, donc le nerf linéaire. Il faut faire attention à ça. Ça peut entraîner des douleurs et ça peut entraîner des raideurs. Il n'y a pas beaucoup de conduites thérapeutiques qui puissent préserver la fistule dans ces genres de conditions. Peut-être une mise à plat d'un anévrisme s'il s'agit d'un anévrisme, sinon c'est extrêmement compliqué. Moi, dans mon expérience, la survenue de douleurs, parfois de raideurs, est assez fréquente en matière de sources de justement de demande d'exploration de ces patients-là. Mais souvent, il s'agit de problèmes articulaires et rhumatologiques, plus que de lésions en elles-mêmes qui sont dues à la fistule artério-veineuse, mais ne serait-ce que l'apparition de n'importe quel signe clinique nouveau chez un patient dialysé, il faut l'explorer et rechercher une cause. Bon, c'est une question pour toi, Hamouchi. Pourcentage du survenu d'embolie pulmonaire après une angioplastie, pas en geste. Alors, sur une désobstruction, une thromboaspiration, c'est 100%. Ok. On ne peut pas s'imaginer désobstruer, ramener du thrombus sans en envoyer au niveau des artères pulmonaires. Dans mon expérience, cliniquement parlant, c'est 0%. C'est-à-dire que le patient, je suis sûr et certain qu'il a eu des calombes au niveau des artères pulmonaires, mais on n'a eu ni tachycardie, ni détresse respiratoire, ni douleur thoracique. Donc, ça, c'est dans notre expérience. Mais ça, c'est assez clair de savoir. On est assez agressif, on essaie de désobstruer, d'aspirer, mais à partir du moment où la fistule se redéclenche, les moindres caillots qui sont un peu adhérents et qui se détachent facilement, ils repartent au niveau des artères pulmonaires. Mais il n'y a pas de risque, le risque 0% n'existe pas, et le risque est très faible d'avoir une embolie pulmonaire parlante chez ces patients. Tant mieux, tant mieux. Pour ce qui concerne les faux anévrismes, effectivement, comme il a dit Rabhia, il faut que l'infirmier, le médecin dialyseur détecte rapidement qu'il y a un problème. Il peut s'agir d'un anévrisme vrai ou un faux anévrisme, on en a parlé, ça veut dire soit un anévrisme artériel ou veineux ou un anastomotique. Quelle est la gravité toujours? Sur le plan pratique, un faux anévrisme, c'est un pertuis, c'est un orifice dans la veine ou dans l'artère, où le sang sort et circule en permanence, et qui a tendance d'augmenter la taille de ce faux anévrisme, cette poche anormale. Et ce qui est plus important, c'est la peau en regard. Si la peau en regard, elle est vraiment malade, inflammatoire, etc., ça veut dire que c'est urgent, il faut orienter rapidement le malade pour une exploration, si possible, le plus tôt possible, suivie d'une prise en charge chirurgicale. Mais si la peau, elle est nette, elle est propre, sans lésion importante, et il s'agit d'un anévrisme vrai, ça veut dire que c'est une dilatation de la veine seule, sans aucun incident, ça veut dire que c'est une dilatation anévrismale de la veine sur les points de ponction ou sur tout le trajet de la veine artérialisée. Là, il faut d'abord rechercher, faire une exploration systématique à la recherche d'une complication type sténose.
ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, dès qu'il y a l'apparition d'anévrisme, il est préférable d'explorer le malade. Et si c'est urgent avec infection ou avec une barrière cutanée qui n'est pas normale, orienter le malade. Exploration et chirurgie et traitement médical. Donc, vous savez, d'exploration rapidement, tout malade qui présente un anévrisme vrai ou faux, quel que soit le siège ou quel que soit sur l'artère ou l'anastomose, pardon, ou sur la veine. Une très bonne question, professeur Mouskouri. Quand on obtenir pour les saignements des fistules en post-dialyse. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Et en général, c'est la compression. Mais si ça dépasse un temps de 20 minutes, vous savez très bien, on peut aller amener, si on a à proximité le traitement endovasculaire, on peut mettre un stent, sinon c'est la chirurgie. On nous appelle souvent pour un saignement qui tend à augmenter le temps d'hémostase, il est très long, et l'hémostase ne se fait pas, ça veut dire qu'il y a un problème sur le pertu, il est très grand, ou soit une infection qui n'est pas encore détectée, ça veut dire qu'il évite le pertu dans la veine, il est trop grand, dans ce cas-là, on ouvre, on a eu souvent à faire ça, et on ferme rapidement par un point en X, après la compression. Si on n'a pas un vasculaire, c'est ça le souci. Si tu n'as pas de vasculaire, Est-ce qu'un chirurgien peut suturer? Bon, s'il est expérimenté, il peut comprimer des deux côtés, faire diminuer le débit sans compromettre la vie de la fistule, c'est de comprimer et de contrôler si c'est un chirurgien qui se débrouille. C'est pas très grave, c'est vrai quand on n'est pas habitué à faire ça, on peut être un peu gêné et stressé, mais en général c'est simple, il n'y a pas de gravité. Dans ce cas-là, si la peau saigne, c'est un saignement permanent, après la ponction et la dialyse, je vous explique, soit vous comprimez pendant longtemps. Deuxième possibilité, c'est soit vous avez un angiologue rapidement qui peut explorer mettre un stent, sinon, en général, c'est la chirurgie. On incise en regard, on infiltre la peau sous anesthésie locale, on dissèque, on demande à quelqu'un l'aide de comprimer de part et d'autre, il va comprimer le débit, ça va saigner un petit peu, on dissèque la veine et on met un simple point en X par du pollen 4 ou 5,0, ça va rentrer dans l'ordre, ça va régler le problème s'il n'y a pas d'infection. S'il y a une infection, là, il faut traiter médicalement et attendre la cicatrisation. En fait, il a très bien dit, professeur Mouskouri, je pense qu'il n'y a pas mieux que lui pour parler de ça. C'est pour ça que je dis que c'est une question intéressante. Oui, il faut comprimer. Moi, je pense qu'il faut comprimer. Il faut comprimer longtemps. Et puis, il faut l'envoyer rapidement chez quelqu'un qui puisse faire un point, soit en X. Nous, moi, je le fais en U, sur juste la cutanée, juste pour faire l'hémostase. D'accord. Ça, c'est une hémostase précaire. Précaire. Mais ce que je recommande, c'est de ne pas prendre la peau avec la fistule. C'est très grave si le malade risque de développer un faux anévrisme. Donc, il y aura des fluides qui ça va cartonner juste pour sauver la vie. Le temps de l'envoyer chez un chirurgien vasculaire, parce que le premier temps, il faut sauver bien sûr la vie du patient de ce saignement. Et donc, un comprimé, deux, trouver quelqu'un qui puisse vous faire un point rapidement pour avoir le temps d'envoyer le patient chez le chirurgien vasculaire. Vous avez le chirurgien vasculaire, l'emmenez rapidement chez le chirurgien vasculaire. Sinon, un chirurgien, ça. Et puis derrière, effectivement, si vous avez un saignement, c'est qu'il y a une sténose et il faut donc, compression, premier temps, bandage compressif, un bon bandage compressif, non sténosant. Et deuxième temps, si ça continue à saigner après avoir vérification de la crasse sanguine et tout, d'envoyer un chirurgien. Et l'idéal, c'est d'ouvrir la peau avec 3-4 cm, c'est suffit largement, et de faire un point sur la veine elle-même. Maintenant, si c'est un saignement anastomotique, là, c'est la chirurgie vasculaire à 100%, il n'y a rien à faire. Ça veut dire un problème d'infection, donc il y a une fuite. Il y a un fond d'anévrisme derrière. Moi, j'ai une petite technique personnelle, c'est que j'essaie de comprimer l'artère brachiale, et non pas la fistule en elle-même, et je garde un doigt sur la fistule, et il faut qu'il y ait persistance du thrill. Je comprime mon artère radiale, et dès la disparition du thrill, je lâche un petit peu, je sens un peu, et je continue cette compression pendant 2 minutes, parce que la compression de l'artère brachiale va faire baisser les pressions. Et puis, normalement, on va avoir une hémostase petit à petit. Très bien. On est dans la préservation. Dans la préservation, il y a un mythe pour ne pas carrément compromettre la fistule, la thrombosée. Mais l'idéal, c'est de mettre 2 pouces de part et d'autre de ce saignement. C'est avoir un bon aide qui vous comprime et vous avez le temps d'infiltrer, d'inciser et d'avoir un petit saignement contrôlable rapidement pour ne pas toucher ni à l'anastomose ni à l'artère. Donc, c'est un peu loin en général. Les points, c'est sur le trajet veineux. Donc, je pense que... Très bien, ça, très bien. Quand est-ce qu'il injecte le décimum IVC, c'est juste ou non? Ah oui. Bon, après, alors, la question, c'est est-ce qu'on injecte de la décimum en intraveineux, si j'ai bien compris, est-ce que c'est bon ou pas?
Alors, c'est vrai que je peux comprendre parce que si on n'a pas un chirurgien juste à côté, on va tout utiliser et on a tout vu. Ok, on a tout vu. Alors, de la décinone, de la poudre, des antibiotiques, du sérum, de la bétadine. C'est vrai que à un certain moment, je peux comprendre cette question parce que quand on est seul dans un centre de dialyse, c'est toujours à la fin d'une séance, on est fatigué, il est 16 heures, voire 18 heures, et donc c'est clair que on essaie des choses avant qu'arrive un référent ou avant un transfert vers un centre spécialisé. Maintenant, le Dysinol, oui, on peut le mettre, on peut l'injecter, ok? Alors c'est soit en local habituellement, soit en intraveineux. Alors localement, c'est très efficace déjà, ok? Vous avez vu que il y a même du calcium, on peut donner même du calcium si vous en avez, ok? Donc il y a des petites astuces, on les connaît, nos infirmiers expérimentés connaissent ça. C'est vraiment pour aider à cette hémostase. Bon, est-ce que ça marche? Sérieusement, quand c'est un saignement, quand c'est une brèche assez importante, ça marche très très rarement. C'est vraiment en attendant de faire son transfert et peut-être faire une petite suture chez ces patients en arrivant, en attendant qu'il y ait un transfert dans un centre spécialisé. Voilà. Alors, je pense qu'on en avait parlé, mais vraiment, ça va être juste un mot. Donc, comment différencier une sténose et thrombose cliniquement? Donc parfois c'est difficile sur une fistule récente et immature. Faire la part des choses est extrêmement compliqué. On peut avoir un thrombus qui se forme pendant la dialyse, on dit les thrombosés, alors qu'en réalité il est immature et qu'on n'arrive pas à faire une dialyse, très bonne dialyse. Mais une fistule qui crie plus, une fistule qui ne bat plus, c'est en règle générale c'est une fistule qui est thrombosée. Ouais. Une fistule qui bat. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Exactement. C'est pas une fistule qui bat. Peut-être que c'est une fistule qui fait juste du va-et-vient, c'est-à-dire qu'elle est thrombosée et qui fait juste du va-et-vient, mais qu'au final, en proximal, elle est thrombosée. C'est très très difficile de faire la part des choses au moindre apparition d'un signe nouveau. Il faut envoyer au Doppler, c'est lui qui va confirmer soit la thrombose, soit la. Donc c'est le Doppler. Voilà. Donc je pense, s'il n'y a plus de questions, on peut, je pense, clôturer. On vous remercie beaucoup, beaucoup de votre patience et de votre participation aussi. Je remercie bien sûr de ma part le professeur Habouchi, dans son expertise, professeur Rebhia. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine, c'est un autre sujet. Ah oui, avec plaisir. D'accord, c'est un autre sujet qui vous intéresse, toujours dans le cadre des avovasculaires, de l'insuffisance rénale, de la transplantation, si c'est possible. Ah oui. D'accord, la transplantation rénale. Préparation. D'accord, on pourra. La transplantation rénale, Si. Madame Gougam, il faut préparer. Merci beaucoup. Par contre, par rapport à la néphrologie, oui, je pense qu'il y a beaucoup de généralistes qui travaillent sur le terrain. Donc ça c'est à étudier. Vraiment, il faut réfléchir à un thème dans ce sens. Ça serait très bien en relation avec les trois autres comme déjà. Je veux de l'intégrité, des programmes intégrés sont très intéressants. D'accord, merci beaucoup. Travailler en commun, c'est très intéressant. Je vous remercie à mon tour. Je laisse Madame Amour clôturer la séance. Fatima. Ok, Madame Gougam. Donc, je remercie les professeurs ici présents. Je remercie l'ensemble des cadres qui ont permis la réalisation de cette action, à savoir la directrice, M. Piala, qui était présent. Je remercie les présents d'avoir donné, les médecins généralistes, d'avoir répondu favorablement à cette demande. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Ne quittez pas, je vais appeler l'informaticienne. Oui. Ok, madame. Les participants, ne quittez pas. Ne quittez pas. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. Oui, Madame Gougam. Lila. Oui, Madame Gougam. Battez la communication, tâchez. D'accord.
Ne quittez pas, on va vous envoyer. C'est intéressant, ils ont rappelé la majorité, voilà, il n'y a pas de sang, là. Il faut l'envoyer, non? Ils ont raté. C'est très intéressant, on a raté la majorité. Je ne sais pas. On n'a pas une question de connexion. Alors, je fais la version. On a raté. On a raté le match prochain. Patientez, donc نكتب لهم. On patienter. والله قلت لهم patienter, mais bon. Donc les bâtards, donc les bâtards. Maintenant, la gestion des cas. Gestion des cas. C'est bon. C'est bon, Madame Boula. مجاني والو. ما جا والو. Ah bon? Allez, là, on train de télécharger. Elle est back la semaine dernière. صبري برك شويه. درتي مع واسمها مع اواش على لي زونغيسترمون تاع لا سوليداريتي. Quand le nombre d'enregistrements, le poids ou le poids quand je chauffe les octets, la taille. C'est 3 communications. C'est 3 journées. Inch'Allah. Quel le 5, le 7? Oui, Le هذيك تاع 7. لو 5 وحدها تاع لو 7 تاع لا سوليداريتي تاع لو 20 تاع لا سوليداريتي ومازال لي لا 3 دات مازال ما جبتهاش. D'accord, ok, Inch'Allah. نعطيها لكم. c'est beaucoup dans le sens de C'est pas bon. C'est bon? عجاد فوالا. Très bien. Ah. دونك ليلى فهميهم كيفاش يديروا سيت بلي. كليكي تيليشارجي. Cliquez, télécharger. Voilà. فوالا. ما تبطلش عليا باش نطفيه. ما تطولوش بزاف. Ça prend 2 secondes. L'accueil, le truc, d'abord, descendre en bas. ميرسي لينا. ما تطفيش خليهم لهم الشعول. Et tout le monde, non, on ne fait pas. الشعول ما ماني نخليها الشعول ما بديت. D'accord. Ils vont juste la télécharger, c'est tout. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة. Selmak, travaille avec toi. Et Selmak, merci beaucoup, Madame Gougan. Sinon, Inch'Allah, c'est la formation pour les médecins Dimanche généralistes. à 9h30 pour la formation à la Les médecins. C'est le thème. C'est les médecins généralistes. La population ciblée, c'est les médecins généralistes. C'est les médecins généralistes et Très ils vont bien. travailler sur la conduite à tenir systématique en cardiologie. Inch'Allah, Inch'Allah. J'ai la formation, on sait que les vite à tennis pour les dentistes. C'est bien. C'est la première fois. On peut prendre, ça se fait à peine, comme la dernière fois. Faut la prendre. La communication. C'est bien. L'enregistrement. Maintenant. كملت مدام بلوغات كملت. كملت لنا مجال ما نطفيش انايا باسكو هما يبداو يطولوا. هاي صافي لا تسمحن لازم نطفي. Par contre, je vais faire mon travail. C'est tout. نطفي. أنا جاية مدام بلوغات On va convertir. Ah, ça, c'est. D'accord. Vous avez un problème? Et quitter la fin, on va déjà convertir la vidéo, on va demander le Ah, c'est rapide. هذا ديال من تعمل تاعكم تعمل نطفي. avec le bouchon calme. Salut.
Rabia, tu m'appelles. Ok, Madame Goga, ok. On reste en contact. La semaine prochaine. Allez, au revoir, Madame Goga. Au revoir. Au revoir, Mehmet, تشوفونيش, au revoir. انت ما حبيتيش هي ما حبيتيش يشوفوك غير قال لهنا. روحي بركة روحي أنا جاية مدام كوكا اوكي. Video,